The human hand, the ultimate biomechanical tool. We design mice for the hands of the best. Hundreds of tests, thousands of metrics, refining every curve in every millimeter to provide breakthrough performance for every hand in every player. Introducing the Pro X Superlight 2, compact, designed with pros, engineered to win. Et on se retrouve pour cette table ronde avec notre partenaire Logitech G France, consacré à un rôle clé mais souvent invisible, le coach e-sport. On a réuni 3 coachs au parcours différents pour comprendre la réalité du métier. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on imagine mal et ce qui fait vraiment la différence entre une équipe qui stagne et une équipe qui gagne. Donc on accueille aujourd'hui Drazix, Krakot et Shaq. Bonsoir à tous les 3, comment allez-vous? Bonsoir. Hello. Bonsoir. Ça va? Ouais, Ça Ouais, allait ouais, bien tout le nickel. monde? Très bien, Très merci. bien. Et ben, je vous laisse vous présenter déjà, rapidement, chacun, votre tour. On laisse, Shaq, je te laisse te présenter en quelques mots. Eh beh, salut à tous. Moi, c'est Shaq Nicholson. Shaq, souvent, les gens m'appellent comme ça et je suis coach, sur, League of Legends. Et ben, enchanté Shaq. Krakot? Bonsoir à tous, moi je m'appelle Jules, mon pseudo sur la scène compétitive c'est Krakot, j'ai 26 ans et je suis coach professionnel sur Rocket League depuis maintenant 2 ans et demi à peu près. D'une part dans une école, e-sport sur laquelle j'ai une classe, d'une vingtaine d'étudiants à peu près que je suis 5 jours sur 7 pardon, dans la semaine. Et je suis coach, aussi actuellement sur, la scène Bubble, donc la scène semi-pro de Rocket League depuis, 1 an et demi. C'est un gros planning tout ça, hein. C'est, beaucoup de coaching et on accueille aussi du coup Drazix, je te laisse te présenter. Du coup, salut à tous, Razix, coach pour la RA e-sport sur Valorant. On vient de passer en VCL, donc la ligue professionnelle française. Et j'ai déjà eu des expériences professionnelles sur Valorant dans le passé, donc j'espère que ça va continuer. J'espère pour toi aussi. Donc, ce soir, on aura, plusieurs thèmes et le premier thème, donc c'est le parcours et l'identité du coach. Donc déjà, j'aimerais bien savoir comment vous êtes tous devenus coach. Quel a été votre parcours pour arriver, au coaching? Est-ce que vous avez été joueur? Est-ce que, tout de suite pour vous le coach c'était, quelque chose d'obligatoire? C'est quelque chose qui vous intéressait? Comment ça s'est passé, pour vous? Qui veut Bah, commencer? je peux commencer au pire, j'ai commencé dans la première fois si vous voulez, bon, on changera après. Moi, de base, je jouais, voilà, comme ça avec des potes. J'ai commencé avec le jeu avec des potes. Puis après, je me suis intéressé un peu plus. J'ai commencé à tryhard, hein, comme on dit et je suis devenu pas trop mauvais et en parallèle, je faisais des études, dans l'analyse de données, tout ça un peu et j'ai eu une opportunité, chez BDS, Ah oui, simplement. En fait, de base, c'était, j'étais dans une petite équipe en Div 2, enfin la Div 2 de LFL, donc la ligue professionnelle en France, sur le jeu quoi, sur LoL et en fait, cette petite équipe, elle s'est faite racheter par BDS en Div 2. On a gagné la Div 2 et on est passé en Div 1, donc en LFL, sous les couleurs de BDS. D'ailleurs, le maillot, jusque qui est là. à côté de ouais, à gauche. Celui-là. Oh, je vois, ouais. Voilà, voilà. Et Et du donc coup ça a commencé comme ça et de base j'étais analyste et après je me suis un peu plus intéressé, à, l'aspect de purement coaching quoi et du coup après je suis passé assistant coach et head coach après, dans différentes équipes. ça fait penser un peu au parcours de Drazix, non? Exact, j'ai commencé analyse sur R6 du coup. Puis en 2023, j'ai switch sur Valo. À la base, ça devait être juste en dépannage sur Valorant en analyste. Et au final, j'ai mes parties de Valorant et maintenant, j'en suis au poste de head coach. Donc ça a tout de suite été pour tous les 2 quand même, du coaching, même si bon, on joue au jeu, hein, bien sûr, mais Ouais. ça a été rapidement, dans le coaching et il y a pas eu de moment où: «Ah j'aime bien quand même tenter joueur et cetera». Non, le coaching, c'est quelque chose qui vous Non. passionne? Ouais, j'ai Je pense toujours. je pense qu'on est beaucoup comme ça. Il y a peut-être des reconversions, de joueurs qui deviennent coach, mais il y en a beaucoup aussi, c'est vraiment ouais, c'est enfin et c'est un peu le sujet je pense de ce soir, mais c'est pas on n'est pas autant mis en avant que des joueurs, Oui. heu et heu
Et je pense que faut qu'on ait ça un peu en nous aussi, ce truc où on accepte, entre guillemets, de pas forcément être mis au devant de la scène. Et il y a un côté un peu plus managérial, on va dire. Ah oui, ouais. Et toi, Cracotte, est-ce que ça a été un peu le même, schéma? Alors moi, c'était légèrement différent. Moi, j'ai commencé le jeu quand il est sorti en 2015. J'ai continué d'y jouer jusqu'en 2020, mais à ce moment-là, c'était plus, de manière, casu et avec, le covid, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter mes études parce que le domaine dans lequel j'étais m'intéressait plus et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'existence, de l'école e-sport dans laquelle, je suis prof, actuellement. Et j'ai d'abord été étudiant là-bas avec, pour projet de manière, générale surtout de progresser et d'accumuler de l'expérience sur le jeu. Si possible, d'atteindre le niveau semi-pro ou pro et d'en faire carrière et si pas possible, effectivement, déjà l'idée d'être coach puisque j'aime bien tout ce qui est pédagogie et méthodologie de travail aussi. J'aime apprendre aux gens et transmettre, du savoir que j'ai accumulé. Donc je me suis entraîné sur le jeu dans cette école pendant 3 ans. J'ai atteint à peu près un niveau qui est, en dessous du semi-pro, pas réellement du semi-pro encore et voyant les années passer et mon âge, avancer aussi, effectivement, je suis, plus reparti sur, cette idée, de coacher et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai été, repris par l'école directement qui était, fière de mon travail et de ce que j'avais proposé. J'ai écrit aussi à la fin de ma 3e année, du coup, un mémoire sur la méthodologie de coaching. Donc, chose qui m'a permis d'avoir aussi beaucoup d'accumulation de connaissances au niveau de la méthodologie et là, ça fait 2 ans du coup que je peux le mettre, en pratique, dans l'école et avec les team bubble. Mais, à l'école, ils t'ont appris aussi à coach? Est-ce que tu avais des cours aussi là-dessus? Parce que je sais que c'est pas que jouer aux jeux vidéo, qu'ils apprennent aussi des métiers autour du jeu vidéo. Donc est-ce que, tu avais des cours, aussi sur le coaching ou le management d'équipe et cetera? Ouais, c'est ça. En fait, on avait des cours le matin en plus, des matières que tu peux retrouver quand même dans d'autres cursus, d'études, notamment du management, de la communication, du graphisme, du montage vidéo. Mais, ici, c'était particulièrement toujours lié au domaine de l'e-sport. Par exemple, en communication, on apprenait à gérer, nos réseaux sociaux. En management, on faisait globalement ce qu'on fait en management, c'est-à-dire apprendre un petit peu les différents types de profils, de personnes pour, savoir comment réagir avec chacun, t'adapter. Graphisme et montage vidéo, ça nous servait surtout, bah, voilà, à pouvoir faire des montages, alimenter nos réseaux et puis on avait du coup effectivement des cours de coach, performance coach et de coaching mental aussi, chose qui a beaucoup aidé. OK, ouais, bonne formation quand même, c'est cool. Alors que, je suppose que, Drazix et Shaq, vous avez plus appris sur le tas, du coup, en apprenant sur le jeu, plutôt que dans une école? Ouais, moi, c'est pas du tout dans une école, ouais. Bah, après, j'ai un master et j'ai fait du management dans les projets informatiques. Donc, au final, gérer des équipes, tout ça, c'est ce que j'apprenais, en fait, au final, Oui, dans dans le domaine, mes quoi. études, quoi. Mais dans un autre domaine, exactement. Et après, bah oui, c'est en jouant que je me suis fait repérer un peu, entre guillemets, en tant qu'analyste. Mais après, en fait, quand j'étais analyste, bah, j'ai beaucoup appris du coach en fait principal parce que j'étais là dans tous les scrims, hein. Scrim, pour ceux peut-être qui connaissent pas, c'est juste les entraînements d'équipe. Voilà. Et donc j'ai appris beaucoup à ce moment-là, quoi, aussi. OK, et toi, Drazix? Je vais rejoindre chaque. Quand on est analyste, on a la chance de. Bah, soit en général, il y a deux façons de bosser. Soit on est là directement et on peut enchaîner avec ce qui se passe en direct. Soit on récupère les VOD et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous donne. Mais non, un peu comme chaque, ça a été sur le tas en direct avec soit des équipes avec un seul head coach, soit on était trois staffs et du coup à partir de ce moment-là, moi je prenais toute l'expérience que je pouvais des deux autres staffs et j'ai vu ce que je voulais faire, j'ai vu ce que je voulais pas reproduire aussi de la part de staff que j'ai pu avoir. Du coup, ça m'a permis de vraiment. Je suis arrivé sur le rôle de head coach, je pense que j'étais préparé parce que j'avais des bases de méthodologie et de ce que j'avais vu qui n'avait pas fonctionné, donc ça m'a évité, je pense, de faire des erreurs plutôt que de passer directement head coach ou d'aller trop vite sur les échelons. Surtout que pour un coach, je suis assez jeune, donc je voulais pas griller les étapes et je pense que sur le moment, j'ai fait les bons choix et que j'ai utilisé les bonnes méthodes pour en arriver là où je suis. Mais après, il n'y a pas eu spécialement de formation de la part des écoles ou quoi. J'ai eu des cours de management où on voyait un peu les situations où il fallait
être un peu l'autorité qui prenait les décisions, qui devait gérer des cas par rapport à des cas complexes, mais ça a jamais été en rapport vraiment avec le jeu vidéo ou le coaching. OK, très bien. Bah, tu vois, tu me donnes, la main pour la suite. À quel moment, du coup, vous êtes senti légitime d'être coach? Donc être coach, en plus, là, je vois pour des personnes qui sont passées par plusieurs étapes, à quel moment on se sent prêt à être, le head coach ou le seul coach d'une équipe? Pour vous, ça a été quoi le déclic et le moment où vous vous dites: «C'est bon, je sais pas si on peut dire je mérite ma place, mais voilà, je suis au bon endroit»? Bah, en vrai, je pense qu'on a un parcours quand même qui est, très similaire au final et je pense que pareil, moi, il m'a fallu bien, comme Drazix au final peut-être, enfin je sais pas, tu nous diras, hein, mais bien 2-3 ans d'expérience un peu, d'accumuler de l'expérience, on va dire, et de voir un peu ce qui va pas et cetera, de différents coaching staff. Que ce soit des head coach, des assistants coach, des performance coach, j'en ai vu pas mal passer, quoi. J'ai travaillé en plus quand même avec des gens, compétents, je pense, hein, dans le milieu, notamment des coachs aujourd'hui qui sont enfin, qui ont été en LEC, donc Ouais. c'est la ligue, européenne, sur LoL et puis des coachs aussi maintenant qui sont sur d'autres, scènes que LoL, heu, donc voilà, ça a mis bien 2 ans, je pense, je dirais. Ouais, c'est quand même rapide. Enfin, quand on parle professionnel, pour monter les échelons dans n'importe quel autre travail, ça peut être, beaucoup plus long. Ouais, ouais, Mais, clairement. mais voilà, après c'est une passion, donc je pense qu'on apprend vite. Du coup, Drazik, je crois qu'il attendait ta validation, si toi c'était à peu près pareil, Oui, bah, c'était là-dessus? la même chose à peu près, un peu moins, je pense 1 an et demi Mmh. 1 an et demi sur Valo. C'est la jeunesse ça, c'était plus Heu, rapide. non parce que j'ai eu l'opportunité du coup, en rejoignant, l'équipe dans laquelle je suis actuellement, bah, on n'était même pas en l'équipe était pas pro, sur le moment. Ça a été un peu, le pari de je rejoins une équipe qui a pas de coach et go bosser pendant 2-3 mois, à fond pour pouvoir monter. Au final, le pari, il a été payant. Je pense que je m'en suis bien sorti et que les joueurs, ils ont su aussi s'imposer et pas avoir cette dynamique de une personne dans l'équipe est décisionnaire de beaucoup trop de choses. Et vraiment, je pense que j'ai bien été aidé là-dessus aussi pour ma première expérience en tant que head coach. Mais en termes de légitimité, ouais, 1 an et demi, ça paraît bien. Je pense que ça dépend des gens et de leur expérience aussi de leur situation. Moi, je sais que j'aurais pas pris ce choix-là il y a 6 mois, je pense, avec l'école, etc. Mais sur le moment, je me suis dit pourquoi pas tenter. Je me sens prêt. J'ai eu des bonnes performances en pro sans être head coach. Pourquoi ça passerait pas à ce moment-là? C'est un peu un pari quand même, il y a quand même, un pari là-dedans. Et pour toi, Krakot, à Ouais, l'école, en sortant de l'école, tu te sentais déjà prêt ou ça a eu un petit peu de temps? non, effectivement, je pense que le côté légitimité, le temps que ça prend, ça peut être différent, pour chacun. Ça va dépendre aussi notamment des expériences que tu arrives à avoir plus ou moins rapidement. Ça va dépendre aussi beaucoup des résultats, parce que si forcément, ton travail, au bout d'un moment commence à réellement montrer des résultats avec, tel ou tel joueur ou telle équipe, forcément toi tu te valorises aussi, tu te rends compte qu'effectivement ce que tu fais, ne sert pas à rien. Donc ça vient aussi très souvent avec les résultats. Certaines personnes peuvent avoir des opportunités plus tôt dans leur carrière que d'autres, ce qui fait que donc forcément on se sent peut-être légitime plus tôt aussi. Maintenant je pense que vraiment cette légitimité elle est venue, ouais, pareil à peu près au bout de là, les 6 derniers mois, avec les grosses perfs que j'ai eues la saison dernière, et là la saison qui commence, où vraiment en fait, heu, on se dit que là maintenant on a passé un step et on se sent plus légitime effectivement. OK, oh, très bien. Bon, ça peut ouais, les parcours comme quoi, selon, le jeu vidéo, ça change pas trop et du coup, pour vous, du coup, la légitimité vient aussi au fait que vous pensez, je pense, que vous êtes des bons coachs et qu'est-ce que c'est pour vous un bon coach? Donc quelqu'un vient voir, en vous demandant: «Est-ce que tu penses que je suis un bon coach?» Comment vous pouvez, jauger ça? Comment vous pouvez savoir si c'est un bon coach ou pas? Je vous laisse commencer, j'ai fait que de commencer donc Allez, cracotte, dis-nous tout. Ah, je pense que ça va dépendre de plusieurs, facteurs. Je dirais le facteur principal, au-delà, avant même des résultats, c'est, l'accompagnement proposé aux joueurs. Parce qu'avant tout, on a surtout un rôle, de
oui, entre guillemets, de professeur, parce que moi, je le vois ça comme ça, parce que c'est le rôle, entre guillemets, que j'ai dans l'école, même si le statut réel est coach. Mais voilà, on a ce rôle un petit peu d'encadrer une équipe, de leur donner de bonnes conditions dans lesquelles travailler, d'essayer de les orienter, mais en même temps d'avoir cette capacité d'écoute. Et je pense qu'il y a un certain lot de compétences, qu'un bon coach, doit avoir, en tout cas pour être efficace. Ça va être des compétences de communication, savoir, s'exprimer correctement, avoir différentes méthodes de reformulation, de questionnement ouvert pour vérifier que, par exemple, quand on fait une explication, Tout le monde écoute. les joueurs ont bien compris et pas seulement écouté. Ça va être, question aussi d'empathie, d'écoute des joueurs, de la patience aussi énormément. Je pense que c'est une des qualités les plus importantes parce qu'on a beau dire des choses sur le moment, il faut savoir laisser le temps aux joueurs de comprendre et d'accepter aussi, les choses qu'on vient de voir. Il faut être très observateur aussi. Forcément, on est amené à faire des analyses de game, des reviews, regarder les matchs, en direct quand c'est sur le moment et être capable de quand même, avoir des déductions et des choses à dire pendant les temps morts entre les matchs. Et puis, il faut avoir aussi une certaine, adaptabilité, comme on disait avant, un peu avec le rôle, de manager aussi, où il faut savoir repérer les différents profils et adapter sa manière de parler, de coacher, d'interagir, avec les différents profils qu'on a dans une équipe. OK, ouais, ça fait beaucoup de choses, hein. C'est un couteau suisse, le coach, Totalement, ouais. Être Un peu bon coach surtout, partout, hein. en fait. ouais, être Oui, coach, ouais. En fait, je pense que moi, ma vision du truc, c'est que, en fait, c'est trop dur de dire il y a un bon coach. Il y a pas C'est comme dire il y a un bon manager. Genre, je Mmh. pense que le bon coach, c'est celui qui s'adapte. Genre, déjà à sa structure, parce que quand on est head coach, d'une petite structure, on me voit en double là. Heu, Oui, non, on aime je trop ce que tu dis, ouais, on veut te ouais, c'est voir ça, 2 fois, ouais. non, 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 mais ouais, dans l'idée, coach dans une petite structure, on n'a pas forcément beaucoup d'aide et on est vraiment multifonction, faut tout faire quoi. Coach indiv, coach de performance, tout, enfin, c'est vraiment dur et quand on est coach dans une grosse structure, souvent, c'est beaucoup plus, enfin, notre boulot, il est beaucoup plus ciblé quoi. Enfin, on a vraiment un truc à faire et être bon dans cette chose-là. Mais et puis, face aux gens, comme tu le disais juste avant, hein, mais des fois, chaque joueur est unique, en fait et c'est trop dur d'avoir, une façon de coach et point barre et il y en a, ils on a besoin d'être super directif avec eux. Moi, j'étais aussi coach, pour, une équipe féminine, et voilà, hein, c'est pas forcément la même façon, que de coach, une équipe, masculine. Je vois pas de quoi tu parles, non, il y a pas de Heu, différence. Non, i non, non, oui, bah oui, il y a des grosses Il y a pas différences, ouais. il y a des différences, enfin, c'est comme ça, hein, mais c'est pas forcément en bien ou en mal ou quoi que Ah ce non, soit, mais non, c'est oui, juste oui. que, humainement, on est un peu différents, quoi et on a plus tendance à être, à encourager peut-être, on va dire, chez les femmes Mmh. et un peu plus, Rentrer dedans pousser chez à les la hommes. compétition, et à toujours vouloir faire mieux pour les hommes. Bon, c'est un peu cliché, hein, Ouais, puis en mais même temps, c'est moi qu'après, il y a des exceptions, je pense, ouais, voilà, il y a bien sûr, il y a ouais. toujours des exceptions, il y a des degrés, hein, aussi, hein. Mmh. Il y en a, chez les hommes, j'ai dû, pousser des joueurs aussi, hommes, hein, bien sûr, à être derrière eux, tout ça et chez des femmes, pareil, j'ai eu des femmes où justement, fallait les pousser dans cet esprit de compétition. Enfin, c'est juste, et puis c'est que mon expérience, donc voilà, je ne veux pas non plus tout généraliser. Non, mais je pense que c'est ouais, c'est vrai. Et toi, Drazix, tu penses quoi de tout ça? Tu as des choses à rajouter, ou non, tout a été dit pour toi? je vais les rejoindre sur beaucoup de points et je pense que je crois pas que ça a été cité comme, comme élément et pour moi c'est l'un des éléments clés. C'est que nous, on va être là pour pointer du doigt les erreurs et les éléments à travailler, mais on est aussi là pour apporter les solutions. Ça Mmh. veut dire que si on est là tout le temps blâmer, blâmer, pointer ce qui va pas, pointer ce qui va pas et on pointe pas ce qui va, on montre pas l'exemple de pourquoi ça a été bien, on veut que tu le reproduises ou qu'on leur apporte pas des solutions sur ce qui doit être fait différemment, que ce soit en indiv ou en groupe. Je trouve ça compliqué de la point de vue d'un joueur de lui devoir faire ce qu'il a à faire de son côté et de derrière devoir avoir une réflexion réaliste sur tout ce qu'il a à faire. Alors que tu pointes des erreurs en boucle, parce que forcément tu passes plus de temps à pointer des erreurs qu'à pointer les bonnes choses, parce que les bonnes choses, entre guillemets, t'as pas besoin de les répéter parce qu'ils savent. Et quand c'est des erreurs ou des choses à modifier, des détails,
bah, tu vas forcément vouloir les mettre en avant d'une façon différente. Après, il y a aussi le fait que faut gagner le respect des joueurs. C'est d'où le Mm. principe d'apporter des solutions. Si eux, ils voient que tu leur apportes une plus-value, que tu leur apportes vraiment des trucs, des choses concrètes et que tu leur apportes pas juste tu fais pas ça en boucle, bah, les joueurs ils vont être en mode ok, je suis dans une boucle de travail où bah, je progresse. Le mec il me critique entre guillemets dans un sens constructif et derrière je peux progresser grâce à ça. Et pas juste le mec il me descend en boucle et lui il ferait pas mieux. Ouais, Il faut des critiques constructives, apporter des solutions Mm. au-delà de la critique. Mm. ouais, Ouais, c'est De toute sympa. clairement. façon, tout le principe de s'entraîner, c'est d'avoir des reproches entre guillemets à faire, mais il faut aussi savoir comment les corriger et pas juste jeter les joueurs dans une arène et à chaque fois qu'ils font une erreur, c'est coup de bâton et derrière, tu leur donnes pas de récompense quand eux ils y arrivent. Ouais, c'est vrai, ce côté récompense et féliciter aussi ces joueurs, faut balancer entre les 2. Faut pas non plus trop les féliciter parce qu'ils vont se dire: «Je suis le meilleur» et voilà, faut faire, une balance entre les 2. Et je sais qu'en GC, alors, au début, du coup, vous avez déjà cassé ce mythe, mais en GC, on a un cliché, c'est que, les coachs sont des joueurs qui n'ont pas réussi et du coup, ils essayent d'être coach. Est-ce que vous avez d'autres clichés comme ça que vous essayez du coup de, prouver que c'est juste des clichés ou des choses comme ça? Vous avez des trucs qui vous remontent aux oreilles des fois comme ça? Ouais, c'est un truc quand même ultra fréquent, hein. Enfin, des fois, quand j'en parle, enfin, à des gens que je connaissais pas forcément avant, dans la vie, quoi, on va me dire: «Mais tu jamais voulu être joueur pro?» Ouais, Et bah, moi, ma réponse, c'est non, non. quoi. Enfin, j'ai jamais cherché jamais cherché ça, quoi. Et je trouve que justement, c'est vraiment un métier à part entière où, bah, il y a le côté humain qui rentre en compte beaucoup plus qu'un joueur. Lui, c'est, en soi, si ça pouvait être une IA, sans aucune émotion, qui clique parfaitement à chaque milliseconde, ça serait «le joueur parfait» entre guillemets, hein. C'est triste à dire, hein, mais Ça s'appelle un alors cheat. ouais, voilà. Alors qu'un coach, il a vraiment à gérer cet aspect humain où forcément quand il y a 5 joueurs qui jouent pendant 1 an, tout le temps ensemble, bah, il y a toujours des querelles, des trucs où ils sont pas d'accord et cetera. Et créer un peu, ouais, une vision commune, c'est intéressant, quoi. Il y a pas d'autres clichés? Enfin, moi, je pensais à celui-là parce que franchement, je pense que c'est le plus gros. Ouais, c'est le Je sais premier pas. qui m'est venu en tête aussi. Ouais, c'est le premier. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça, hein. Et Et si tu veux aller plus loin, il y a le cliché un petit peu de on est des fraudes et on est juste placé ah! là pour récupérer ce qu'on a à récupérer, mais en réalité, on sert pas réellement à grand-chose. Ouais. Bon. Mais quand vous Ouais, arrivez dans des équipes comme ça, parce que j'ai déjà vu beaucoup de cas où on dit: «Oh, mais on n'a pas besoin d'un coach, ça sert à rien» et est-ce que vous avez déjà dû un peu vous battre avec ça, des joueurs qui, bah, pensent qu'ils ont pas besoin de vous et en fait, vous arrivez à leur prouver que, bah, en fait si, c'est bien d'avoir un coach? bah, perso, moi, enfin, la dernière équipe que j'ai rejoint, c'était une équipe avec 5 bons joueurs et ils avaient pas de coach. C'était la division 2 en Belgique et enfin Benelux plutôt. Ils avaient pas de joueurs et puis il y a un moment, bah, ils arrivaient bien quand même sans coach et puis il y a un moment où, bah, ils ont commencé à perdre et là ça a complètement implosé de l'intérieur, quoi. Et Ah oui. c'est là où je suis intervenu et mon but, bah, c'était de faire en sorte que, bah, qu'ils arrivent à s'entendre et bah, à la fin on a gagné la ligue et on est monté en Div 1 et on a gardé, la majorité des joueurs pour la Div 1, qui était cette année, quoi. Ah oui, donc ouais, l'impact était bah, en parlant de ça, le deuxième thème, c'était le quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Donc là, tu m'en parles un petit peu, sur, bah, ton équipe, actuelle du coup, je suppose? Où tu es toujours avec eux, Ouais. sur la Div 1 et qu'est-ce que c'est une, semaine type, pour vos équipes? Donc bah, du coup, je te laisse, la main, Chaque, vu que tu parlais de ton équipe cette année en Div 1. Bah, déjà, Pas de tour, hein. on est bloqué par, les jours de match, tout simplement, hein, déjà. On sait que les jours de match à chaque fois, c'est tel jour, tel jour. Et puis après on essaie de composer, en fonction des dispos de chacun. Enfin ça dépend, hein. Là c'était une équipe, semi-pro, hein. Donc bah, souvent ça veut dire aussi des joueurs qui ont un taf à côté.
c'est pas la même chose que là où quand par exemple j'étais chez BDS, bah concrètement, bah, les joueurs étaient payés pour être en full time, on appelle ça. Mmh. Donc c'est quand même pas mal différent. Et, euh, et une semaine, bah, c'est 2-3 ans, enfin 2-3 scrims, donc entraînement d'équipe, plus au début de la semaine, juste après les matchs, un peu la review un petit peu. Donc on essaie de voir bah, ce qui allait pas dans nos matchs, fixer un peu bah, sur quoi on doit s'améliorer, etc. quoi. Est-ce que, Donc, vous, en tant que coach, vous faites plus de travail à côté, donc en dehors de ces scrims et des moments où vous review avec, l'équipe? ouais. Dans vos semaines, vous organisez aussi des moments, bah, tout seul ou peut-être même en indiv avec un joueur? Est-ce que vous prenez ces temps-là aussi en plus Ouais, de bah, il tout y a ça? pas mal d'indives avec les joueurs qui sont prévus. Ça dépend le niveau, encore une fois, hein, des joueurs. Euh, mais l'indiv, c'est important. En tant que head coach, si on est accompagné, souvent, c'est là où on délègue aussi un peu les coachings indiv. Moi, c'était pas le cas. Enfin, j'étais tout seul cette année. Donc, bah, je gérais ça aussi. Et après, il y a toute la veille un peu, hein. Donc, c'est aller voir les meilleures équipes du monde, qu'est-ce qu'elles font, parce qu'il y a peut-être que, enfin, je sais pas La s'il y a méta a des changé? néophytes. Voilà, exactement. La méta, j'allais le dire. Bah, la méta, elle change. Et du coup, bah, faut un peu se tenir au courant. Je sais que dans League of Legends, il y a eu toute cette période. Moi, je suis arrivé aussi, il y avait le lane swap. Donc, au final, de base, chacun a un poste précis, mais en fait, bah, il y a eu une méta où chacun a un peu allé partout sur la carte. Enfin, c'était dur, quoi. Si t'étais pas préparé à cette Petit stratégie-là, changement? bah, t'étais foutu, quoi. Donc, t'étais obligé. Enfin, il y avait pas mal de veille à aller regarder ce qui se passe ailleurs et comment faire en sorte de mettre en place ça, comment contrer ça, etc. Et ensuite, bah, tu le présentes à tes joueurs, quoi. Je sais pas si sur Rocket League, c'est pareil au niveau de la veille. Est-ce qu'il y a des choses qui changent, que tu peux voir, que tu dois analyser des autres équipes et cetera? Sur la veille d'un match, tu veux dire? Ouais, oui. Ah, généralement, je pense que c'est quand même un petit peu le cas sur tous les jeux, dans tous les domaines. La veille d'une compétition, on va éviter de pas trop se prendre la tête avec, des reviews ou ajouter des nouveaux points, des nouvelles stratégies, des choses qu'on voudrait, rajouter parce que c'est pas réellement le moment. On est censé être, prêt, la veille de la compétition. Maintenant, je rejoins Shaq sur le fait que, il y a une énorme différence entre, le coaching, de joueurs professionnels qui sont dans des top structures et le coaching à niveau, semi-pro. Notamment le temps, que les joueurs ont alloué au jeu, très souvent au niveau semi-pro, on se retrouve avec, des étudiants, très jeunes, soit, des profils de personnes plus âgées, mais qui ont un autre boulot à côté parce que pour l'instant l'e-sport ne peut pas être en full time justement. Et donc, la manière de bosser, avec eux n'est pas aussi intense que justement, à top niveau où, on a vraiment, un emploi du temps, prévu pour la semaine avec, tous les jours de la semaine, telle heure on va faire ça, telle heure on va faire ça et la journée est dédiée à ça. Là, par exemple, moi, avec, la SCOL de mon équipe, semi-pro actuelle, c'est plus un rythme, à partir de 18 h jusqu'à 21 h à peu près, où on va avoir, soit, 2 ou 3 scrims dans la soirée, soit un peu moins de scrims et des moments qu'on va utiliser pour review, soit des reviews, stratégiques en équipe ou des reviews, individuelles aussi. Mais il y a toujours effectivement ce moment où on va travailler aussi, en équipe et d'autres moments où on va travailler sur l'individualité de chaque joueur. OK, et toi, Drazix, vous êtes en full-time ou en pareil le soir après les cours, après l'école, ou le Non, moi travail? ça va, j'ai la chance d'avoir une équipe, full-time. Du coup, je peux découper ma journée dans le sens où, si j'ai des choses à préparer le matin, je le fais le matin. J'ai le midi tranquille, j'arrive en prac, début d'après-midi et jusque début de soirée, on prac. Et s'il y a besoin de rajouter 1 heure sur de la théorie ou du strat time avec l'équipe, on rajoute 1 heure en plus dans la journée. Donc ça fait des journées qui durent entre 4 et 6 heures en général en groupe. Et quand on fait de l'indiv, en général, c'est quand les deux sont dispo, que ce soit moi ou surtout le leader qui peut faire de l'indiv aussi avec les joueurs, bah on se cale le soir, que ce soit 20 h, 21 h, ça dépend vraiment des dispos. Et puis derrière, on peut enchaîner avec ça, mais on essaye de pas blinder non plus pour pas avoir une journée qui dure 8-9 heures sur une journée où il y a eu peut-être 4-5 pracs dans la journée. Surtout qu'en général, quand on voit des choses, il y a des objectifs sur la journée. Et du coup, on est vraiment pas relou, mais on est bien.
on est bien embêtant avec ça sur la journée, donc au bout quand ils sortent de prac, en général, ils ont le crâne bien chauffé. Faut partir en ranked derrière et c'est compliqué. Mmh. Et Ah bah, et c'est tu ça. fais aussi, bah, je sais que Valorant en plus, dernièrement, il y avait eu un patch, énorme. Du coup, la méta a beaucoup changé. Est-ce que pour toi, c'est la chose la plus difficile à faire, bah, regarder, les autres joueurs, les autres équipes pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a changé et cetera? Ou est-ce que ça va et qu'il y a autre chose qui serait un peu plus compliqué pour toi? Qu'est-ce qui est le plus dur, en fait? Étant donné qu'on n'a pas eu non plus, énormément de temps de travail après le changement de patch, parce que du coup on a eu quand même l'info assez tard, Avant qu'on le allait tournoi, jouer sur ouais. le nouveau patch. On s'est pas trop pris la tête, on a dû beaucoup theory craft, les compos qu'on voulait faire sur les maps. On a changé pas mal de nos compos, parce que la méta faisait qu'on pouvait plus jouer, ce qu'on jouait avant. Je pense qu'on a fait le bon pari étant donné qu'on a perdu 2 maps sur tous les up and down. Nous derrière, non, tout ce qui est visualiser les ennemis, en général, moi je fais une grosse prépa quand il y a le temps avant le split ou qu'on a de la data sur les ennemis. Là, c'était pas mal d'équipes qui changeaient aussi, et forcément avec le nouveau patch, c'était encore plus compliqué parce que tout changeait du coup. Tous les timings qu'on pouvait anti-strat ou quoi, bah forcément ils changeaient. Mais du coup, surtout avec le leader, on a regardé assez simplement. On n'a pas fait ça rapidement, mais je dirais simplement le gameplay des adversaires quand on pouvait et qu'on savait que la data pouvait être cohérente. Et derrière, on n'a pas anti-strat, mais on a quand même, on a eu des récurrences dans le gameplay des adversaires qui nous ont permis de trouver les solutions à certains moments sur des rounds plutôt que de se dire on fait un call et on voit si ça passe. Au côté OK. analyste, ça aussi, parce que moi, je sais qu'en tant qu'analyste chez BDS, j'avais ce côté-là aussi, tu vois, de préparer un peu, d'aller regarder ce que font les adversaires, tout simplement, retrouver de par les stats et de par les games, de retrouver des récurrences et d'exploiter ces récurrences-là chez des ennemis. Ouais, totalement. Je pense Ouais. que bah, là c'est différent parce que du coup le rôle de head coach me prend plus de temps sur autre chose, mais toute la période où j'étais assistant coach analyste, ça a été le gros point fort que j'avais. J'avais des fichiers Google Sheet Ouais, pareil. et des Google Docs d'Anti-Strat, full template pour que ce soit propre, lisible, clair, que mon lead il arrive et il lit ça en 5 minutes, il est tout compris, il est tout en tête Mm. et qu'il est juste à voir comment dire, soit son truc imprimé, soit sur un deuxième écran pour pouvoir regarder le Google Slide, et il a tout sous le nez, et que quand il arrive en game, il doit pas penser à 10 000 choses, ce soit vraiment du tac au tac, et Quelques points. qu'en Mm. en 2 secondes de visionnage sur ce qu'on a préparé, ils comprennent que soit les ennemis font telle chose ou telle chose, etc., que tel point fort marche bien dans la game, etc. Donc Je ouais, pense que c'est pas un des mal de points data. assez compliqués aussi, justement, vu qu'on est des personnes qui accumulent beaucoup de data, qui des fois sont capables d'aller très loin, dans le raisonnement et dans la stratégie. C'est là aussi un exercice assez compliqué, avant les matchs sur l'instant T, de réussir à tout leur mettre en tête, mais de le synthétiser assez pour, pas avoir l'impression de leur remplir le cerveau avec des trucs qu'ils sont censés avoir compris et ils s'y retrouvent plus. Le côté synthétisation c'est vraiment une part assez compliquée dans le travail aussi. Ah bon. Mais c'est rarement le rôle du head coach. Enfin, du moins, ça dépend de la taille de l'équipe. Mais dès qu'il y a un analyste ou un coach stratégique, souvent, c'est des tâches aussi qui sont déléguées Ouais. bah, à ces personnes-là, quoi. Je sais pas Ouais. comment vous c'est sur les différents jeux, mais nous c'était pas mal de. Moi, en tant qu'analyste assistant coach, je prépare le gros du travail. Le head coach, il regarde de son côté aussi surtout Mm. les VOD. Et que derrière, en fait, ce que mon lead, il peut regarder en 5 minutes, le coach, il le lit en 5 minutes aussi. Mm, 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 C'est vraiment toute la préparation que lui, il aurait dû faire, elle soit mâchée. Et que si lui, en ayant regardé la VOD, il a envie de parler d'un truc avec le lead, il peut en parler de son côté aussi. mm. C'est très rare que j'ai fait des anti-strats où on en parlait à toute l'équipe. Parce que je pense que j'ai eu une seule équipe où le cas a marché tu balances tout à tout le monde, et que ça avait pas changé la façon dont on jouait, que ça avait pas impacté les joueurs dans le Mm. mauvais sens du terme sur leur performance. J'ai fait l'erreur une fois, je l'ai pas refait, donc je pense que personnellement je préfère que le lead ait les choses en tête et sous le nez, que les autres joueurs
pas vraiment à penser à tout ça et au final, Après, je pense que c'est ça aussi lié aux jeux sur lesquels on joue. Ou moi, tu vois, par exemple, sur LoL, les infos sur les habitudes du joueur qui jouait top lane, je les envoyais ah au oui, top laner. Le mec qui jouait mid lane, je lui donnais, tu vois, le vis-à-vis, ouais, entre oui, oui, guillemets. C'est aussi un peu lié au jeu, je pense. ouais, bah, toi surtout Et que sur tu LoL, il y a un peu moins cette notion de lead, tu vois. Enfin, il y a ouais. un leader in-game, mais il y a un peu moins ce truc, tu vois, Enfin, il y a toujours un shot caller, celui qui prend les décisions, tout ça, mais peut-être un peu moins que dans Valo, quoi. Enfin, après, je connais pas, c'est à toi de me dire, quoi. Ah non, bah, forcément, toi, c'est les joueurs ont un rôle défini qui va sur Ouais. telle zone, sur telle partie de la game, alors que nous, c'est, le round, il commence avec telle position et en fonction de ce qui se passe, ça adapte. Nous, c'est, tel Mm. perso peut être, là au round et 30 secondes plus tard, il est à l'opposé. Alors que toi, Mm. je pense que Ouais, c'est c'est un bien peu plus différent. compliqué, ouais, clairement. Surtout que toi, en plus, en général, le perso est pique pour counter tel perso, alors en plus, Mm. si tu changes les positions, ça va être plus Ouais, compliqué. voilà, ouais. En plus, tu as Alors que nous, des piques ébènes sur LoL aussi. Donc, Ouais, ouais, peut-être que tu totalement. n'auras pas les mêmes persos que tu as prévus avant, etc. En fait, c'est surtout que maintenant sur LoL, ce qui a été rajouté et qui est super intéressant vraiment en tant que coach, c'est que souvent les grosses rencontres, c'est des BO, donc BO3, BO5. Et en gros, un champion qui a été sélectionné par une équipe dans la première partie, il peut plus être sélectionné par n'importe quelle équipe pendant tout le reste du match. Donc concrètement, s'il y a eu 5 parties, il y a, sur la cinquième partie, il y a 60 champions bannis, quoi, Ah ouais. ouais, c'est vrai. sur 160. Donc, Ah. et après, tu dois composer avec ce qui reste, quoi, un peu. Enfin, c'est. Ouais, bon. Tu peux pas tout Et, prévoir, hein. Même en tant que et coach, ça doit ouais, être c'est pas facile, hein. impossible. Concrètement, en fait, quand il y a aussi sur LoL, voilà, il y a ce côté draft, hein, forcément, qu'on doit préparer. C'est une compétence d'un coach, hein, sur LoL. Souvent, tu prépares la première, la deuxième partie grand max. Mais après, en fait, c'est impossible quasiment d'avoir prévu les 20 Mmh. champions qui ont été pris dans les 2 premières parties, plus les 10 champions en plus qui sont ban, à nouveau dans la enfin, c'est quasiment impossible, quoi. Donc en fait, pendant que la partie se joue, tu es un peu en train de te dire: «OK, donc il y a plus ça, il y a plus ça, il y a plus ça, donc ça devient fort, ça devient fort, ça devient fort», et ça ajoute vraiment de la valeur, sur LoL. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais sur LoL, il va y avoir potentiellement, un genre de timer où les coachs vont pouvoir interagir avec leurs joueurs. Je sais pas comment ça marche d'ailleurs dans vos jeux, les gars. Je suis assez intéressé de savoir. Mais sur LoL, jusque-là, c'était t'envoies tes joueurs, la partie se lance, tu lèves les mains et Croise les c'est doigts. parti, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais je sais Ouais, pas t'avais comment des temps c'est. morts, des temps morts automatiques de toute façon entre les matchs pendant le Ouais, c'est ça, BO. voilà. Entre Ouais. chaque partie, tu as des temps morts où tu viens Mm. faire un point, tout ça. Mais pendant une partie, une fois qu'elle est lancée, donc pendant 30-35 minutes, c'est Ouais, bonne c'est chance. différent. Non, non, on a vraiment sur Valo, en tout cas, on a la chance on parle, forcément avant le match. On parle, même quand la partie, elle est lancée, tant que la phase de préparation, elle est pas finie, sur le premier round, on peut parler. Du coup, on a 2 time-out qu'on met, quand on veut dans la partie. Parce que si je vais en mettre 2 sur, l'attaque et 0 en défense, je vais en mettre 2 sur l'attaque. Mais du coup, c'est vraiment juste 2 sur tous les rounds que tu as. Et le coach en face aussi, du coup, peut interagir Ouais, sur ce. ouais. Ok. Donc il y en a 4. Dès qu'il y a une pause pour parler, une pause tactique, c'est tout le monde parle. Ok. Donc ouais, au global, t'en as 4. Si tu vas en overtime, chaque équipe en récupère une, donc ça fait potentiellement 6 pauses dans la game. Et on a le droit de parler aussi au changement de side. Donc quand on switch d'attaque à Ouais. défense, la phase de préparation, c'est comme au début de la partie, on a le droit de parler. Donc ça fait que on peut vraiment focus les 12 premiers rounds quand on parle au début. Et on arrive sur la pause qui dure en général 2 minutes au niveau pro parce qu'ils mettent une pause exprès, ils mettent la partie en pause exprès pour qu'on ait 2 minutes pile. Donc pendant 2 minutes, on peut reparler de ce qu'on a vu sur le side d'après. Donc ça permet que si tu as besoin de faire un peu de mental ou de reconfiance dans l'équipe, tu peux prendre un petit temps pour parler de ça et derrière réexpliquer ta théorie sur ce que tu as vu. Sur Rocket League, ça Ok, se ouais. passe comment?
Ouais, c'est intéressant parce que vous avez quand même beaucoup plus de moments, vous, de temps mort accessibles et de moments pour discuter avec vos joueurs. Nous, sur Rocket League, vu que les parties sont beaucoup plus courtes, c'est 5 minutes, le match, les joueurs ne quittent pas, la scène, entre chaque partie. Ils restent sur scène et il y a littéralement, 1 minute, entre chaque match à peu près. Donc ça laisse le temps de discuter quand même justement, ce que tu disais aussi avant au niveau un petit peu mental, si on a besoin un petit peu de les rebooster et cetera. Ça laisse le temps de donner deux trois consignes, mais on n'a pas beaucoup le temps d'échanger. Ça me laisse personnellement moi le temps, de donner 2 ou 3 consignes. Maintenant, on peut pas trop, prendre le temps de débattre et d'aller plus loin parce que Mmh. voilà, 1 minute ça passe très vite et sinon, dans un PO, on a, du coup un temps mort par équipe qu'on peut utiliser, à la fin de n'importe quelle game. Ça laisse la possibilité à l'adversaire d'utiliser ce temps aussi, pour discuter avec ses joueurs et même le temps mort est très rapide. C'est, de l'ordre de 3 minutes à peu près. Donc Mmh. là, ça laisse le temps de revoir un peu plus, quand même, pouvoir discuter, échanger, sur la situation, sur ce qu'on veut, adapter, changer et cetera. Mais ça laisse quand même beaucoup moins de temps, pour pouvoir revoir, nos strats ou, repenser notre manière de jouer là sur ce match-là. Ouais, OK, donc ouais, il y a vraiment c'est LOL, vous êtes, vraiment, délaissés là, les coachs, pour, passer du temps à discuter avec, vos joueurs? bah, Parce qu'une game, c'est 45 minutes quand même à peu près, enfin ça peut même être ouais, plus selon, plus ou moins. 30-35 minutes plutôt, hein, quand même, hein. Ouais. Il y a pas des 45 fois minutes ça se quand ça existe, mais la majorité des parties, ouais, ça va être 30? 30-35 minutes et entre 2 parties, il y a 10-15 minutes quand même, hein. Ah oui, quand même, OK. Donc tu as Oui, un vrai temps, mais c'est pas, comme les autres ont pu le dire, je pense que c'est pas les moments où tu dois review, quoi. C'est pas maintenant où tu non, vas dire: oui. «Bah, vous voyez, ça c'est pas là, c'est uniquement le moment où tu apportes des solutions, quoi et aussi, après des fois il y a des timings où, bah, tu dois taper du poing sur la table, quoi. Concrètement, c'est, tes joueurs, bah, ils ont fait un peu n'importe quoi, bah, c'est: «Bon allez les gars, on s'est entraînés, on sait pourquoi on est là, on on rebooste le mental, quoi. Concrètement, on évite de faire, bah, toi tu es nul, toi tu es nul, toi tu es nul. Enfin, Ça sert là, à rien. c'est fini, quoi, après ça, quoi. En parlant de ça, on va passer à un autre thème qui était la pression, les résultats et la stabilité dans votre métier et chaque pendant ces matchs, officiels, est-ce que tu ressens toi, en tant que coach, la pression, des fans ou des dirigeants ou même la pression des résultats? Et si c'est le cas, comment tu gères tout ça pour pas les transmettre à tes joueurs? Parce que je pense que le but c'est pas de les transmettre. Ben, pour être honnête, je pense que ça dépend beaucoup des structures où, on est. Il y a des structures où, littéralement, hein, tu as le ça enfin, ça m'est arrivé, hein, tu as l'investisseur, on va dire, hein, le CEO Oui, qui vient et qui vient, limite, c'est pendant, à la fin d'un match, et qui vient, dire, «Non mais là les gars, c'est plus possible et tout machin». Enfin, tu vois, qui commence ils s'incrustent un petit peu, à s'incruster alors que, bah, normalement, il est censé nous faire confiance, quoi. Enfin, mmh, enfin, il nous a donné la responsabilité du projet, quoi, un peu du moins d'un point de vue coaching et là où il y a d'autres équipes justement, bah, qui comprend très bien et bah, les gars, on est toujours derrière vous, tout ça. Enfin et moi j'ai eu, enfin ce sentiment-là, du moins dans l'équipe où je suis. C'est aussi pour une des raisons pour lesquelles je suis resté avec eux où, bah, on me fait confiance et il y a pas ce truc de, cette pression. Mais après, bah, tu t'attaches aussi à ces gens-là et c'est sûr que, bah, tu pas envie que l'équipe, elle elle performe descend. Mmh. pas et enfin, je pense que je suis intéressé d'ailleurs d'avoir le point de vue des autres coachs par rapport à ça. Alors moi, j'ai moins, d'expérience, enfin, j'ai même pas eu d'expérience dans des top structures. Donc, au niveau de la pression, des fans ou, des dirigeants, on va dire que j'ai pas été trop confronté à ça pour l'instant. Après au niveau, de la pression, des résultats, je sais que pour, justement, éviter de trop être déçu ou trop, moi, me stresser, par exemple, avant une compétition et être dans les meilleures conditions aussi pour rassurer mes joueurs. Parce que forcément, en général, si le coach qui est un petit peu, entre guillemets, le grand frère et l'autorité, dans le groupe, au sein de l'équipe, si, lui est le premier à se sentir stressé, les joueurs vont le ressentir aussi et donc ça va Mmh. forcément déteindre sur eux. Donc c'est important qu'on soit les premiers à être confiants
Et pour arriver, en fait, confiant en compétition, il faut juste, être capable de se dire, et se prouver qu'on a donné le maximum qu'on pouvait sur le temps qu'on avait jusqu'à la compétition, qu'on a été sérieux lors des entraînements, qu'on a vu les résultats de ce qu'on a bossé, de ce qu'on a fait, que c'était positif et donc il y a pas de raison que ça se passe mal, le jour J, quoi. OK, ouais, c'est même du coaching mental, Mmh. à soi-même et aux joueurs pour, rester, voilà, focus sur les résultats et qu'on est confiant en nous. Et Drazix, sur, Valorant après, toi, c'est toi qui as choisi ta structure, je crois, là, avec ton équipe actuelle, Ouais, on a choisi, ouais. mais je pense qu'avec tes autres expériences, notamment, je pense, en GC, tu as fait du main event et cetera. Est-ce que, tu avais la pression? Est-ce qu'on t'obligeait à avoir un certain résultat? Je sais que ça peut arriver Heu, qu'on dise des si vous hittez pas telle En catégorie et vrai, cetera. j'ai jamais eu de structure, qui mettait une grosse pression où on la ressentait, sur le côté, entreprise plutôt qu'humain. Après forcément, je pense que quand je suis arrivé chez Nasser en GC et qu'on a fait un aussi bon résultat aussi vite, la pression on se la mettait nous-mêmes sur la fin, mais j'ai envie de dire que c'est plus une bonne pression au vu de comment on a géré les matchs. On avait fait, le meilleur résultat que la structure elle avait jamais fait, en main event. Donc sur le moment, on était vraiment tous contents. Je pense que la pression nous a mis un petit coup de boost, sur le moment, parce qu'on a vraiment eu un bracket compliqué et au final, on a réussi à sortir des games, vraiment incroyables, contre les meilleures équipes d'Europe, sur le moment. Et puis là franchement avec, Hera, ça se passe super bien, pour le moment, humainement, c'est incroyable. Ils sont à fond derrière nous, ils nous apportent tout leur soutien. Je pense que c'est l'une des structures où je suis le plus soutenu, et l'équipe soutenue aussi, mentalement, sans avoir de pression en mode, quand on fait des quand on perd des maps ou qu'on a des matchs compliqués, on le voit, après les games, sur le Discord, on voit qu'il y a des messages en mode, «C'est pas grave, vous allez le faire» et cetera. Du coup, je pense que déjà ça enlève un poids pardon dans notre tête et forcément, ça nous aide à perf mais, déjà je pense que quand t'es pas head coach, tu ressens moins la pression des Mmh. choses, t'as moins la le Clairement. tu moins la peur de l'échec parce que, bah, au final, les décisions sont pas 100% de ton ressort et c'est pas toi qui a la décision qui fait que soit t'as la carrière de tes joueurs qui peut percer et la tienne aussi, soit, ça peut foirer d'un coup. Mais là, non, franchement, pour ma première expérience en head coach, je ressens pas forcément de pression de la part de l'org ou quoi. La pression, je pense qu'on sait se la mettre nous-mêmes, pour bien performer et bah, après, faut savoir doser, quoi. Faut se mettre une pression qui te booste et pas une pression qui te freine et qui t'empêche de jouer. OK, ouais, c'est un très bon point. En fait, la clé, c'est de trouver aussi une bonne org qui vous soutienne et pas une org qui vous mette la pression, hein, en soi, Ouais. Clairement. pour la plupart et après c'est, individuel. C'est ne pas se mettre la pression soi-même et pas se mettre la pression sur le résultat, hein. Si on résume, tout le monde, c'est un peu pareil partout et donc il y a certains d'entre vous qui sont dans les structures. Quand même toi, Krakow, qui est dans une école, est-ce que c'est un métier stable pour toi être coach, Krakow, ou c'est précaire? Est-ce que tu penses pouvoir, faire toute ta vie en tant que coach et du coup professeur, quand même coach dans une école ou pas? Non, je répondrais quand même que la réponse, c'est que c'est une situation précaire. Tu es dans un domaine qui est de la compétitivité, brute et forcément qui dit compétitivité dit, si tu n'es plus au top niveau, tu es amené à te faire remplacer. Donc, évidemment que tu n'envisages pas ta carrière pro, sur, toute une vie. Hem, Maintenant, hem tu trouves quand même un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus avoir, constamment dans la tête, que tu es dans une situation, où tu es en train de coin flip, la première moitié de ta vie et que si ça se passe pas comme prévu, c'est un peu chiant. Faut rester concentré sur ton truc, te donner les moyens d'arriver jusqu'au bout et après, la question de précarité ou pas, tu trouves toujours des moyens de rebondir et puis, c'est pas parce que, finalement ça fonctionne pas ou que tu aurais aimé que ça aille plus loin et ça s'arrête là que pour autant tu n'as rien appris, tu as tout perdu, tu as perdu du temps. Au contraire, je pense que les compétences que j'ai développées pour être, capable de coacher, sur, tel jeu sur Rocket League, c'est une méthodologie qui est
très global, la méthodologie de coaching. Là encore, on parle d'e-sport. On pourrait traiter, du sport, du coaching de vie, du coaching professionnel, il y a plein d'autres aspects du coaching et en fait, si tu réaccumules de la data sur, d'autres jeux ou d'autres domaines, tu es totalement capable de t'en servir aussi par la suite. Donc la situation de coach dans l'e-sport, je dirais que c'est précaire. La situation de coach n'est pas tant précaire puisque tu as des moyens, et d'autres domaines pour rebondir. Et chaque étranger, je sais pas si vous faites que ça, si vous êtes rémunéré ou si vous êtes obligé de travailler à côté et cetera. Ouais, moi, je suis en full time, mais c'est parce que aussi j'ai développé, autour de enfin, au-delà de juste le coaching pro e-sport, je fais des coachings individuels pour des particuliers, je fais du contenu, sur, Twitch, YouTube et cetera et je pense que, ouais, c'est précaire. Enfin, faut savoir se diversifier, comme on a dit juste avant, bah, tu perfs pas une année, c'est fini et concrètement, il y a faut le dire, hein, mais il y a beaucoup de réseautage aussi, de copinage. Je pense que, enfin, ça joue beaucoup et donc ouais, c'est sûr qu'on faut le dire, bah, je pense que c'est plutôt précaire. Je ferai pas ça toute ma vie. Aujourd'hui, bah, j'apprécie ce que je fais et c'est aussi pour ça que je fais ça, hein. C'est un métier passion, hein, concrètement. Ouais. Et oui, bah, il y a des coachs, ils gagnent 20 000 € par mois. Voilà. Oui, Bien. faut mettre de Heu côté et après comme ça on est tranquille. et ouais, c'est ça, hein, et puis, mais je pense qu'on peut s'en tirer et après, enfin, je sais qu'il y a une question, c'est est-ce qu'on conseillerait ça, à des jeunes? Je pense qu'il faut juste le faire par plaisir au début et bah, si tu perces, bravo et si tu perces pas, c'est pas grave, quoi. Enfin, faut avoir du backup mais c'est sûr que les compétences qu'on va acquérir globalement en tant que coach, c'est des choses qu'on va pouvoir retranscrire dans plein de choses. Là où peut-être, pour un joueur, c'est plus compliqué, quoi. Enfin, je sais pas comment vous le voyez, les autres, mais Je suis un peu dans la vision où te dire que tu dois gamble ta vie sur ça, c'est compliqué. mmh, Forcément, je pense que tout le monde part du principe que quand tu viens dans ça, tu le fais pas pour ta vie. Et aujourd'hui, je pense que s'assurer un backup, c'est plus facile qu'avant dans le sens où j'ai plusieurs exemples de personnes, bah, principalement Valorant du coup, parce que je connais pas forcément les autres jeux, mais où tu fais tes études et tu peux jouer en même temps, tu peux avoir un bon niveau, c'est vraiment juste toi et ton organisation, j'ai pas le mot, mais pour dire un peu, c'est ton rythme de vie peut faire que tu passes pro, c'est toi et ta méthodologie de travail, c'est toi et ta motivation, c'est toi et comment t'as vraiment envie d'avoir la dalle d'aller chercher ton, entre guillemets, ton rêve ou ton objectif, mais je pense qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'être full-time pour faire les débuts totalement. sur on va dire la partie pro. À partir du moment où t'arrives et t'as ton diplôme, tu peux te mettre peut-être en full-time ou prendre plus de risques, et derrière, t'as forcément ton backup avec le diplôme, mais j'ai du mal à voir des jeunes qui sont peut-être au lycée et me dire que lier le lycée et les jeux vidéo, c'est trop compliqué s'ils s'organisent bien. Je conçois que les deux soient pas faciles, mais de là à dire que en s'organisant correctement et en ayant les bonnes méthodologies ou peut-être le bon encadrement de la part des parents ou des staffs ou j'en sais rien, on puisse pas être dans de bonnes conditions pour performer. C'est peut-être ça aussi le fait de vieillir fait que, bah, on n'habite plus chez les parents, donc c'est peut-être plus dur d'investir du temps. Il faut quand même qu'on gagne de l'argent et c'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, on dit c'est plus compliqué d'être, professionnel dans l'e-sport en tout cas, parce que le full-time, bah, ça rapporte peut-être pas assez pour vivre en tout cas les débuts et à moins qu'on ait une chance monstre et de monter, enfin, si je me trompe, mais je pense que Ouais, ça non, peut mais être clairement. compliqué de tout Bah, c'est parier ça. quand on a 30 ans que de tout parier quand on a 20 ans et qu'on vit encore chez les parents, c'est plus facile. Ouais. Ouais, faut pas oublier qu'au départ, ça part surtout d'une passion et d'un loisir comme on l'a dit au début sur comment on en est arrivé coach et c'est sûr, faut pas avoir ça qu'en se disant, qu'on a, toutes nos journées, on a le temps est utilisé vraiment pour pouvoir évoluer sur ce projet-là. De base, ça commence un petit peu comme, on a commencé nos premiers sports, en club, quand on était plus jeune. Ça a vraiment cet aspect de j'ai ma journée, que ce soit, étudiant et j'ai mes cours ou, que ce soit boulot
et vraiment cet aspect quand je rentre chez moi le soir, vu que c'est pas une corvée mais plus, une envie et par passion, j'investis, 2-3-4 heures de mon temps, de ma soirée, de mon temps libre pour, pratiquer et avancer sur ce projet-là, quoi. Très bien. On arrive bientôt à la fin et du coup, pour clôturer, j'aimerais que vous nous racontiez votre meilleure anecdote en tant que coach, si vous en avez une et du coup, je vais désigner qui commence parce qu'on va arrêter que ce soit Chat qui commence en premier. Ça sera Drazik qui va nous raconter sa meilleure anecdote en premier. Ah, en vrai, j'en ai 2. Toi qui me connais, Kano, surtout, je vais citer la première du coup avec Nasser. Ouais. Bah, du coup, on se connaît depuis quand même un moment et je pense que tu l'as vu au début du split, quand je suis arrivé chez Nasser, c'était pas facile, surtout le premier match qu'on a perdu en phase de groupe. Et en vrai, derrière, on a juste fait une run qui était, je pense, incroyable sur le moment. Et pour ma première expérience pro, c'était, je pense que je me rendais pas compte à quel point je vivais le truc sur le moment. J'étais vraiment à fond. J'étais trop content carrément quand on a perdu le match en lower bracket quand on est arrivé top 3, j'étais dans ma bulle, j'étais quand même trop content, j'étais super fier. Je me suis dit, ça y est, j'ai quand même passé le step. Et du coup, sinon, la deuxième anecdote, bah, c'est forcément Ouais, c'est ce que tu quand on s'est qualifié en Open Down, enfin, quand on a gagné les Open Down avec Hera, là, tout le monde, tous les BO qu'on a joué, tout le monde nous mettait perdants. Je pense que s'il y avait 10% des gens qui nous voyaient gagnants sur les BO, c'était déjà bien. Et on arrivait, nous et nos grosses parties. Et on a gagné les games. Voilà, en montrant que si quelqu'un voulait nous rentrer dedans, bah, on leur rentrait dedans 2 fois plus fort. le time-out de la remontada aussi avec Hera, c'était, Ouais, c'était franchement, quand ouais, je me suis bien fait saucer derrière. Je pense que quand, en tant que coach, on n'a pas l'habitude avec le fait d'être dans l'ombre, etc. Et sur le moment, j'étais quand même assez content. Ça m'a fait du bien de se faire saucer autant sur le moment. ouais, Mais ouais, je pouvais pas être c'était plus fier des gars sur le moment. Genre, c'était des moments compliqués. À chaque fois, on a su faire quand il a fallu remonter, on a remonté. ouais, non, c'était, une super anecdote, du coup, que j'ai vécue avec toi, que j'ai pu voir, mais bravo pour tous ces moments et pour toi, Krakot, tes meilleures anecdotes en tant que coach? Ça peut être Moi, drôle, ça peut être des réussites, hein, mais bah, j'en ai une, particulièrement du coup, ça se passait donc, l'année dernière au début de la saison, donc c'était aux alentours de janvier à peu près. C'était ma première re saison, du coup avec, une team, donc, semi-pro. Première expérience et donc l'équipe qui était composée de Meiko, Rustiz et Ever, 3 joueurs, du top 100, monde sur le jeu et donc on Rocket League, en gros, on avait donc le régional, ce week-end-là. Comment ça fonctionne? C'est basé sur, 3 jours, donc le vendredi, samedi, dimanche. Si on passe le day 1, on arrive au day 2. Si on passe le day 2, on arrive au day 3 et le day 3, c'est, la phase de ronde suisse où on se qualifie du coup pour le main event qui a lieu, le week-end d'après et donc qui définit, un top 16 et le l'algorithme qui, récupérait les stats, des joueurs, un petit peu leur tracker et il y a une option du coup sur le bracket, sur l'arbre qui permet, d'après cet algorithme de voir à peu près, sur chaque match, chaque étape, qui est censé battre qui et ça fait un peu des pronostics. Qui sont basés sur les vrais stats des joueurs et cet algorithme, nous disait qu'on était censé, il nous plaçait 767e en Europe, en termes d'équipe et en première expérience, on a réussi à faire, main event, passer ce day 3 et on a fini par se classer donc le week-end d'après, 13e meilleure équipe d'Europe. Donc on a un peu défié, les stats. On est passé, sur des tweets de Rocket Baguette un peu partout. Donc très content, de la perf pour une 1re perf, enfin c'était pas à prévoir. Je pensais qu'on allait arriver au day 3 et qu'on allait être confronté à certains problèmes au day 3, qu'on aurait réglés, par la suite pour les open, suivants. Et la deuxième anecdote, c'est qu'à l'open suivant, on avait très envie de refaire ce main event, mais on avait aussi un peu plus de pression qu'avant sur les épaules parce que maintenant qu'on avait réussi, il fallait reproduire cet exploit. Et pour ce deuxième day 3, donc de nouveau la ronde suisse, on s'est retrouvé contre Vitality, donc num ouf, ouais. à l'époque, numéro 2 ou numéro 3 en Europe, qu'on a battu en best of 5. Donc pareil,
les émotions au moment où le compteur arrive à 0, qu'on met le dernier but qui nous sort de l'égalité en Game 5, on marque sur le buzzer, on a tous hurlé comme des fous. C'était assez impressionnant. Et le match d'après, on se retrouve contre Nîmes. Donc de nouveau, gros match très important. Et là, on perd, mais on perd en Game 5 aussi. Donc très content malgré tout du résultat et de la perf. Et pour se qualifier du coup sur ce Day 3, faut faire 3 victoires. Et si tu fais 3 défaites, tu te fais éliminer de la ronde suisse. Et donc dans ce Day 3, on a battu Vitality. Et malheureusement, on n'est pas repassé au main event et on s'est fait sortir par des équipes de beaucoup plus petit calibre par la suite. Donc l'ego un petit peu des joueurs qui en a pris pour son grade sur le moment. Mais voilà pour mes anecdotes. Et Oh, haut et c'est bas, oui. quoi. Ouais, après, Et ils au ont départ, fait la même exactement. chose, les petites équipes ont fait la même chose que vous, le split d'avant. Donc, Ouais. en soi, voilà. Exactement, bah, c'est un peu ce problème quand on est contre des j'ai souvent eu ce cas de figure, en day 3 avec, les joueurs, tous les joueurs semi-pro que j'ai pu accompagner. C'est ce truc de quand on est les outsiders dans un match, on a plus de facilité à se donner à fond dès le départ et rentrer dans le BO correctement parce qu'on sait Rien qu'on à est en perdre. dessous sur le papier et qu'il faut tout donner et qu'on a rien à perdre. Là où sur les matchs justement sur le papier, parce que j'aime pas dire qu'on gagne des matchs, que les mecs sont moins bons que nous, ça existe pas réellement, ça dépend de l'état de forme et de plein de choses. Mmh. Mais sur des matchs où sur le papier, on est censé être les favoris, bah, effectivement, peut-être que les adversaires profitent de cet ascendant et nous, si on n'a pas le bon état d'esprit à ce moment-là, on peut se mettre des bâtons dans les roues aussi tout seul, quoi. Ouais, c'est super anecdote quand même, hein, très beau départ, sur, la scène, RL, Merci. pour toi, ça a été, fulgurant. Et toi, Shaq, du coup, tu clôtures, Bah, je pense, le truc qui était assez fou, j'étais dans l'e-sport depuis, à peu près, 1 an et j'avais, ma première équipe qui me rémunérait et c'était BDS et bah, c'est vrai, je suis allé dans les locaux à Genève, pour voir le truc et bah, c'était une folie, quoi. Tu rentres dans les locaux et enfin, c'est énorme, vraiment, c'est énorme, énorme, énorme. Il y avait un billard, flipper, enfin, tu envie de vraiment travailler tout. là-bas. Et ouais, c'est ça et c'était, bah, pour un mec qui débarque et puis j'étais pas autant compétent que je le suis aujourd'hui, quoi, concrètement, hein. Et on a fait une équipe, on est arrivé top 3 en LFL, heu, avec des joueurs, très connus. Et puis, bah, juste tout simplement, bah, comme ça, peut-être que, bah, les autres coachs, ils comprendront, mais bah, j'étais dans les locaux de BDS et puis, bah, je suis allé serrer la main à Monkey Moon, qui était en train de faire un scrim, heu, bah, voilà quoi, enfin, qui était en pause 2 secondes et il était là dans les locaux, et bah, c'est fou quoi, enfin, tu débarques dans un truc, tu un étage d'un immeuble entier Dédié à l'e-sport. qui est dédié à l'e-sport quoi, enfin, tu fais Mmh. mais Tu c'est une en folie. quelle année, excuse-moi, à peu près? Parce que si tu me parles de C'était en Monkey quelle année? Moon, c'était il y a C'était 2-3 ans à peu près? plus, c'était 2020-2021. OK. Est-ce que par hasard Miyu était déjà à ce moment-là, chez Ouais, ouais, BDS? Bah, Non, Mew, en ça fait, j'étais avec lui, enfin, c'est ma première année, en gros, j'étais avec Mew. Genre, il était en LFL et du coup, j'ai travaillé il avec était lui. avec vous, ouais. OK, Ouais. bah, trop cool. Bah, c'est une bonne anecdote du coup qui sort sur le tas, mais l'école, dans laquelle, je suis prof actuellement, quand j'étais étudiant, Miu était mon prof, si on veut, de coaching mental. Ouais, bah, moi, il était coach mental, bah, à côté de moi. Moi, j'étais analyste, lui, il était coach mental pour l'équipe LFL. OK, OK. Et le monde est petit, on se croise Ouais, le tous. monde est Exactement. petit, ouais. Ah, En on l'a tout dit avant, c'est cas, beaucoup de copinage aussi, hein. ah bah oui, Ouais. ça on avait dit, oui, ça arrive malheureusement. En tout cas, c'était très intéressant. Merci à tous les 3, d'être venus et de nous avoir partagé votre expérience, vos anecdotes et cetera. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vous remercie. Bon, bonne continuation à tout le monde. Je sais même pas comment clôturer, j'ai plus de mots, je fatigue. Mais en tout cas, bonne continuation à vous 3. J'espère, bah, vous recroiser, sur les différentes scènes et puis je vous laisse ici. À Beh, merci bientôt. beaucoup. Bah, Avec merci Au pour revoir, plaisir. l'invitation. merci. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Bye. Salut, salut. The human hand, the ultimate biomechanical tool. We design mice for the hands of the best. Hundreds of tests, thousands of metrics, refining every curve in every millimeter to provide breakthrough performance for every hand and every player.
Introducing the Pro X Superlight 2, compact, designed with pros, engineered to win.